En 1956, General Motors était la plus grande entreprise sur Terre. Elle vendait plus de la moitié de chaque voiture achetée aux États-Unis. Son président au Renaissance Center à Détroit exerçait plus d'influence industrielle que n'importe quel citoyen privé dans le monde occidental. Mais en juin 2009, General Motors a déposé le bilan dans un tribunal fédéral de Manhattan, ne survivant que parce que les contribuables américains ont remis à l'entreprise 49,5 milliards de dollars. Alors, comment une entreprise passe-t-elle de la domination de la moitié de l'Amérique à la supplication pour sa survie? Comment quelqu'un passe-t-il de la construction de l'entreprise la plus dominante de l'histoire moderne à la regarder s'effondrer? Tout commence en 1908 avec un homme nommé William Durant. Durant était un vendeur doué et un joueur imprudent de Flint, Michigan. Il avait fait fortune en vendant des voitures à chevaux et quand l'automobile est arrivée, il a vu une opportunité plus grande que ce qu'une seule entreprise automobile pouvait combler. Durant voulait rassembler un ensemble de petits constructeurs automobiles indépendants en une seule entreprise massive. Cette entreprise, c'était General Motors. Il a acheté Buick, puis Cadillac, puis Oldsmobile, puis Oakland, qui deviendrait plus tard Pontiac. Il les a rachetés rapidement et sans trop réfléchir à ce qu'il allait en faire. Le problème, c'est que Durant dirigeait General Motors de la même manière qu'il l'avait constitué, à l'instinct et à l'adrénaline. Il n'avait aucun système pour gérer les divisions qu'il ne cessait d'acheter. Aucun contrôle financier. Aucune stratégie unifiée. En 1920, une récession a frappé l'économie américaine et General Motors croulait sous les dettes. Le conseil d'administration a poussé Durant dehors et l'a remplacé par un ingénieur discret et méthodique du MIT nommé Alfred P. Sloan Jr. Personne en dehors de l'industrie automobile n'avait entendu parler de Sloan, mais cette décision allait façonner Détroit et l'économie américaine pendant les 50 années suivantes. Sloan est entré dans le siège de General Motors et a vu le chaos. Plusieurs divisions fabriquaient des produits qui se chevauchaient et se faisaient concurrence entre elles au lieu de concurrencer Ford. La solution de Sloan était quelque chose qu'aucun constructeur automobile n'avait jamais tenté. Il a créé une échelle de marque. Chevrolet se trouvait en bas pour les primo-accédants. Pontiac offrait une marche au-dessus pour les jeunes familles. Oldsmobile ciblait la classe moyenne. Buick s'adressait aux professionnels. Et Cadillac trônait tout en haut, la récompense ultime d'une carrière réussie. L'idée était simple et élégante. Un jeune acheteur entrait dans une concession Chevrolet à 22 ans, et à mesure que sa carrière avançait et que sa famille grandissait, il gravissait l'échelle General Motors, marque par marque, jusqu'à ce qu'une Cadillac brille dans l'allée de sa maison de banlieue. Sloan appelait ça une voiture pour chaque bourse et chaque usage, alors qu'Henry Ford continuait à produire le modèle T dans une seule couleur et une seule configuration, Sloan a introduit les changements de modèle annuels, l'obsolescence programmée et le financement à la consommation grâce à la GMAC. Il a donné aux gens une raison de vouloir une nouvelle voiture, même quand l'ancienne fonctionnait encore. Ford voyait l'automobile comme un moyen de transport basique. Sloan en a fait un symbole de statut social. En 1927, le modèle T était mort. Chevrolet avait dépassé Ford sur le marché d'entrée de gamme, et en 1931, General Motors trônait au sommet de l'industrie automobile mondiale, une position qu'elle allait conserver pendant les 77 années suivantes. Tout au long des années 40 et 50, General Motors est devenu synonyme de la prospérité américaine elle-même. L'entreprise a construit des chars, des moteurs d'avion et des camions militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, puis s'est reconvertie dans l'automobile grand public avec une économie d'après-guerre avide de dépenser. Le studio de design de Harley Earl à Détroit créait des voitures avec des pare-chocs chromés, des ailerons vertigineux et des peintures bicolores qui transformaient chaque allée de banlieue en un salon automobile miniature. Au milieu des années 50, GM contrôlait plus de 50% du marché automobile américain. Chevrolet à elle seule vendait plus que l'ensemble de la Ford Motor Company, mais à quel point GM était-elle vraiment dominante? Considérez ceci. L'industrie automobile employait environ un sixième de la main-d'œuvre américaine si l'on comptait les fournisseurs, les concessionnaires et les stations-service. GM était si dominante que le ministère de la Justice a sérieusement envisagé de la démanteler en vertu de la loi antitrust.
Les dirigeants de l'entreprise devaient en fait faire attention à ne pas gagner trop de parts de marché, parce que gagner trop nettement aurait pu déclencher un démantèlement forcé de la corporation. Réfléchissez-y un instant. Une entreprise automobile si prospère que sa principale préoccupation stratégique était de ne pas paraître trop dominante. Mais voici le détail que tout le monde a manqué à l'époque. Enfoui dans ses profits records et ses parts de marché en plein essor, se trouvait une entreprise qui avait discrètement cessé d'innover. Les changements annuels de modèles que Sloan avait inaugurés devenaient des exercices cosmétiques plutôt que de véritables améliorations. Chaque année apportait un motif de calandre différent pour Buick, un feu arrière redessiné pour Oldsmobile, peut-être un nouveau liseré chromé sur la Chevrolet Impala. Mais l'ingénierie sous ces carrosseries fraîches était de plus en plus dépassée et personne chez GM ne ressentait l'urgence de changer cela. Pourquoi l'aurait-il fait? Quand la concurrence ne posait aucune vraie menace, Ford jouait perpétuellement les rattrapages. Chrysler titubait d'une crise financière à l'autre. Et certainement personne à Détroit ne s'inquiétait des petites entreprises étrangères qui expédiaient de petites voitures à travers l'océan Pacifique. GM pouvait se permettre de se laisser porter, parce qu'en 1960, il n'y avait aucune sanction pour cela. Cette complaisance allait coûter à General Motors absolument tout. Le premier vrai défi est arrivé de l'étranger, et les dirigeants à Détroit l'ont à peine remarqué. Volkswagen a amené la coccinelle en Amérique en 1949. Toyota est entré sur le marché américain en 1957, avec de petites berlines bon marché, que les acheteurs américains ont d'abord traitées comme des curiosités. Les trois grands constructeurs de Détroit se sont moqués d'eux. Qui voudrait d'une petite importation sous-motorisée quand on pouvait avoir une Cadillac Eldorado avec des ailerons qui semblaient appartenir à un avion de chasse? Puis l'embargo pétrolier de 1973 par l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a frappé et les rires se sont arrêtés. Les prix de l'essence ont grimpé en flèche du jour au lendemain. Des files de conducteurs frustrés s'étiraient autour du pâté de maison aux stations-service à travers tout le pays. Des familles qui conduisaient des Buick Electra et des Pontiac Bonneville ont commencé à visiter des concessions Toyota et Datsun pour la première fois de leur vie. Ces voitures japonaises compactes avaient soudainement beaucoup de sens dans un monde où faire le plein d'une berline V8 coûtait une petite fortune. GM aurait pu répondre en construisant rapidement et avec compétence des voitures plus petites et plus efficaces. Au lieu de cela, l'entreprise a fait ce que font souvent les grandes bureaucraties. Elle a bougé lentement. Les ingénieurs concevaient des voitures en comité, dans des salles de conférence éloignées de la chaîne de montage. Les départements marketing se battaient avec les départements ingénierie sur les spécifications. Et quand GM a finalement livré sa réponse aux importations japonaises, la Chevrolet Citation de 1980 et le reste de la gamme X-Car, les résultats étaient embarrassants. Les freins arrière de la Citation se bloquaient lors des freinages brusques. La qualité de fabrication était incohérente d'une voiture à l'autre, sortant de la même chaîne de production. Consumer Reports a signalé ces voitures comme peu fiables. Même les acheteurs fidèles de GM, des familles qui n'avaient conduit que des Chevrolet et des Buick pendant 3 générations, ont commencé à traverser la rue pour visiter la concession Honda. De 1976 à 1990, les constructeurs étrangers ont gagné environ 16% du marché automobile américain. GM à elle seule a perdu plus de 11 points de pourcentage pendant cette période. Ford et Chrysler ont à peine bougé. Les importations grignotaient les parts de marché de GM spécifiquement, et elles le faisaient un client déçu à la fois. Ce qui vient ensuite est la partie qui n'a toujours pas de sens pour beaucoup d'historiens de l'automobile. Roger Smith est devenu président du conseil et directeur général de General Motors en 1981. C'était un nouveau type de dirigeant pour l'entreprise, pas un ingénieur, pas un designer, pas quelqu'un qui avait passé des décennies à arpenter les sols d'usine et à comprendre la différence entre une bonne soudure et une mauvaise. Smith était un homme de la finance, le premier vrai comptable à diriger General Motors. Son prédécesseur avait de la graisse sous les ongles. Smith avait des taches d'encre de ses tableurs. Son plan était ambitieux. Smith voulait moderniser General Motors de fond en comble, surpassant les Japonais grâce à la technologie au lieu de les égaler voiture par voiture. Au cours des années 80, General Motors a dépensé environ 90 milliards de dollars en automatisation, robotique,
acquisitions et restructurations d'entreprises. Pour mettre ce chiffre en perspective, 90 milliards de dollars dans les années 80 auraient suffi à racheter à la fois Toyota et Honda. Smith a acheté Electronic Data Systems et à Ross Perot pour 2,5 milliards de dollars. Ensuite est venu Hughes Aircraft pour 5 milliards de dollars. La marque Saturn a été lancée en tant que division entièrement nouvelle à Springville, Tennessee, destinée à concurrencer Honda et Toyota sur leur propre terrain. Smith a également réorganisé toute la structure de l'entreprise en 1984, supprimant l'autonomie divisionnelle traditionnelle qu'Alfred Sloan avait mise en place 6 décennies plus tôt. La réorganisation était censée créer de l'efficacité. Au lieu de cela, elle a créé 18 mois de chaos et de confusion qui ont virtuellement paralysé les programmes de nouveaux produits de l'entreprise. Les robots qui remplissaient les nouvelles usines automatisées de General Motors étaient censés représenter l'avenir de la fabrication. Au lieu de cela, ils ont célèbrement dysfonctionné, se peignant les uns les autres au lieu des voitures et soudant les portes fermées sur la chaîne de montage. Mais les robots n'étaient même pas le vrai problème. Les vrais dégâts se produisaient dans les studios de design. Pendant que Smith courait après la technologie et la réorganisation d'entreprise, General Motors a commencé à partager des pièces, des plateformes et des carrosseries entières entre ses 5 divisions de voitures particulières dans un effort de réduction des coûts. Ce qui a suivi est la partie dont les passionnés d'automobile débattent encore aujourd'hui. Le résultat a été du badge engineering à une échelle jamais vue dans l'industrie automobile américaine. Une Pontiac 6000 était quasiment impossible à distinguer d'une Buick Century. La Buick Century se différenciait à peine d'une Oldsmobile Cutlass Sierra. Et cette Oldsmobile était un jumeau virtuel de la Chevrolet Celebrity. Le magazine Forbes a publié une couverture désormais tristement célèbre, montrant les 4 voitures côte à côte, mettant les lecteurs au défi d'identifier quel logo appartenait à quel véhicule. Le pire exemple se trouvait dans la concession Cadillac. General Motors a pris la Chevrolet Cavalier, une voiture économique de base avec un moteur 4 cylindres, des garnitures intérieures en plastique, a collé un écusson Cadillac sur le capot, a ajouté quelques sièges en cuir et un autoradio légèrement meilleur, et a facturé des prix Cadillac. Ils l'ont appelé la Cimarron. Le journaliste automobile Dane Nile écrira plus tard que la Cimarron cristallisait tout ce qui n'allait pas chez General Motors dans les années 80. Elle a failli détruire le nom Cadillac. Le propre président de General Motors avait prévenu le directeur général de Cadillac qu'il n'y avait pas assez de temps pour transformer la J-Car en une vraie Cadillac. Il avait raison. Mais ils l'ont fait quand même. Au moment où Roger Smith a pris sa retraite en 1990, la part de General Motors sur le marché automobile américain était passée de 46% à 32%. 14 points perdus en une seule décennie. Cette décision de privilégier les tableurs plutôt que la tôle semblait mineure à l'époque. Elle ne l'était pas. Si vous trouvez cela intéressant, abonnez-vous. Nous couvrons des histoires comme celle-ci chaque semaine sur ce qui s'est vraiment passé en coulisses dans l'industrie automobile. Bien, alors voici où les choses se compliquent. General Motors n'est pas simplement morte après les années Roger Smith. Elle a titubé pendant près de 2 décennies supplémentaires, perdant des parts de marché année après année, produisant occasionnellement une voiture vraiment bonne qui se retrouvait noyée sous une avalanche de modèles oubliables. Saturn était censé être la rupture nette de General Motors avec les mauvaises habitudes de Détroit. L'usine de Springville avait son propre accord de travail, son propre réseau de concessionnaires et une philosophie de vente sans négociation que les clients adoraient sincèrement. Mais General Motors a privé Saturn d'investissement. 5 ans se sont écoulés avant que la division ne reçoive de nouveaux modèles. Quand de nouveaux véhicules sont enfin arrivés, c'étaient des versions réchauffées de plateformes General Motors existantes avec un badge Saturn collé sur l'aile. Le but même de Saturn était d'être différente de General Motors. Et la maison mère n'a pas pu s'empêcher de transformer Saturn en une marque General Motors de plus. Oldsmobile, un pilier de l'entreprise depuis avant même qu'Alfred Sloan ne franchisse la porte d'entrée, a été arrêté en 2004 après des années de vente en déclin et d'identité brouillée. Pontiac, la division qui avait donné à l'Amérique la GTO Muscle Car et la Firebird, a été supprimée lors de la faillite en 2010. Est-ce que c'était des marques en difficulté dans les années 60? Pas du tout.
General Motors les avait lentement vidés de leur personnalité et de leur raison d'être jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui vaille la peine d'être sauvé. Maintenant, General Motors aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu reconnaître ces signaux d'alarme pour ce qu'ils étaient, une entreprise perdant son identité, une marque à la fois. Au lieu de cela, la réponse a été de miser encore plus fort sur ce qui fonctionnait encore. Cela signifiait les camionnettes et les gros SUV. Les marges bénéficiaires sur un Chevrolet Suburban ou un Yukon pleine taille de la division camion de General Motors étaient énormes comparées aux berlines. Un seul Suburban pouvait générer plus de profit que 3 ou 4 Chevrolet Malibu combinés. Pendant un moment, à la fin des années 90 et au début des années 2000, cette stratégie semblait brillante. Les camionnettes et les SUV imprimaient de l'argent pour General Motors, tandis que le marché des berlines devenait un bain de sang de marge infime. Mais cette stratégie signifiait aussi que General Motors faisait un pari massif que l'essence resterait bon marché pour toujours. Et quiconque s'est déjà arrêté dans une station-service pendant une flambée des prix sait exactement comment ce genre de pari se termine. En 2005, General Motors a affiché une perte de 10,6 milliards de dollars. En 2007, les pertes ont gonflé à 38,7 milliards de dollars, le genre de chiffre qui fait pleurer les comptables. En novembre 2008, l'entreprise a publiquement admis qu'elle pourrait ne pas survivre au-delà de mi-2009 sans aide gouvernementale. General Motors, l'entreprise qui avait autrefois construit la moitié des voitures en Amérique, suppliait publiquement Washington pour une bouée de sauvetage. Le 1er juin 2009, General Motors a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 dans un tribunal fédéral de New York. C'était le plus grand dépôt de bilan industriel de l'histoire américaine. Le Trésor des États-Unis a investi 49,5 milliards de dollars à travers le programme TARP pour maintenir l'entreprise en vie. En échange, les contribuables américains ont reçu une participation de 61% dans l'entreprise réorganisée. L'ancienne GM, avec toutes ses dettes héritées, ses obligations de retraite, ses marques abandonnées et ses usines fermées, a été laissée derrière comme une mue. Pontiac, Saturn, Hummer et Saab ont tous été marqués pour élimination. Des milliers de concessions ont reçu des lettres de résiliation. L'entreprise est sortie de la faillite seulement 40 jours plus tard, renaissant comme une opération plus svelte avec 4 marques principales, Chevrolet, Cadillac, Buick et la division axée sur les camions, au lieu de 8. Le gouvernement a progressivement vendu ses actions dans le nouveau GM au cours des 4 années suivantes, achevant sa sortie en décembre 2013. Quand les comptes finaux ont été faits, les contribuables avaient perdu 11,2 milliards de dollars dans l'opération. Les partisans ont argué que le sauvetage avait préservé 1,2 million d'emplois et empêché l'effondrement de tout le secteur manufacturier national. Les critiques l'ont qualifié du plus gros chèque d'aide aux entreprises de l'histoire américaine. Qui avait raison? Cela dépend de ce que vous pensez que valent 1 million d'emplois. General Motors est toujours là aujourd'hui, vendant toujours des millions de véhicules, poussant toujours vers les voitures électriques et la technologie de conduite autonome. Mais elle occupe une place fondamentalement différente dans la vie américaine par rapport à l'entreprise qu'Alfred Sloan avait bâtie, une entreprise qui détenait autrefois plus de la moitié du marché automobile national et employait suffisamment de travailleurs pour peupler une ville de taille moyenne. La question qui persiste ne concerne pas vraiment General Motors spécifiquement. C'est ce qui se passe quand n'importe quelle organisation devient si grande et si confortable qu'elle cesse d'écouter le monde changer autour d'elle. GM ne s'est pas effondré à cause d'une décision catastrophique unique prise dans une salle de conseil à Détroit. Elle s'est effondrée à cause de décennies de petits choix, chacun parfaitement rationnels sur un tableur, qui ont lentement déconnecté l'entreprise des gens qui achetaient ces voitures. Sloan a bâti General Motors en comprenant ce que les clients voulaient avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Quelque part en cours de route, l'entreprise a oublié comment poser la question. Si vous voulez voir une autre histoire sur une icône américaine qui a perdu son chemin, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant.